Moi, j'ai oublié de mettre le micro. J'étais un petit peu perturbée. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session des Midi Minatech qui va clôturer l'année, mais seulement avec la perspective très claire de vous retrouver en janvier, le 14 janvier. Et dès à présent, je peux vous annoncer que nous aurons le plaisir d'accueillir Christine Hennebert, donc qui est ingénieure de recherche au laboratoire de sécurité des objets et des systèmes physiques. Elle est experte en sécurité des systèmes embarqués au CEA Leti et elle nous propose une présentation qui s'intitulera Blockchain et identification numérique. Alors, il s'agira pour elle de nous parler de comment la blockchain pourrait offrir la faculté de détenir et de contrôler la numérisation de son identité sans l'intervention d'une instance centralisant les données. Mais bien sûr, cela n'exclut pas le fait que l'identité juridique demeure garantie par l'État. Donc, je vous invite, je serai très heureuse de vous accueillir à nouveau de vous retrouver le 14 janvier et de vous accueillir pour cette présentation. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de clôturer cette année avec l'intervention de jeunes ingénieurs, presque ingénieurs, étudiants ingénieurs, qui nous proposent de partager avec nous leur point de vue au cœur de la transition, de leur position en tant qu'ingénieurs au cœur de la transition écologique. Ils sont à l'origine d'un collectif qui s'appelle Think What Matters, dont ils vont nous parler. Ils sont représentés ici sur le plateau par David Martin Chevalier. Il est accompagné de deux autres de ses collègues que je vais vous présenter. Clément Turpin, qui est étudiant de FELMA à l'INP Grenoble. Estelle Coton, qui est en double cursus ENC Cube et Sciences Po. Et David Martin Chevalier, lui, est en troisième année de FELMA à Grenoble INP et également double cursus à Sciences Po Grenoble. Bon, alors je vais m'arrêter là et je vais lui donner la parole. David, la parole est à toi. Merci Madame Chablis pour cette présentation. Merci à tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, on va vous présenter, je vais parler au nom du collectif, on va vous présenter le grand thème qui est les étudiants ingénieurs au cœur de la transition écologique, en tout cas notre regard qu'on porte là-dessus, et on va vous parler des innovations responsables. Alors juste avant de commencer la présentation, je vais vous parler rapidement un petit peu du collectif, qui nous sommes. Donc voici ici un petit graphique où vous pouvez retrouver un petit peu nos visages. Alors, le collectif Think What Matters, il a été créé il y a maintenant 1 an déjà, et l'objectif c'était de vulgariser et d'aborder les enjeux de transition écologique, des enjeux qui sont, on trouvait, pas assez abordés dans nos écoles. Alors du coup, on est un collectif d'étudiants maintenant qui est pluriel, c'est-à-dire qu'on est des étudiants ingénieurs qui viennent de Grenoble INP, on a des étudiants de Sciences Po et on a une étudiante de l'université Pierre Mendès France qui nous a rejoints et qui nous apporte aussi ses connaissances. L'objectif, c'est d'aborder ces grands thèmes, mais de rentrer en profondeur de ces grands thèmes. Et pour cela, on a besoin d'avoir des formations différentes pour aborder et des expertises de chacun. Et donc, c'est pour ça que c'est un collectif qui est très enrichissant sur ce point de vue. Donc, on publie des articles régulièrement et nos événements. On va participer à la COP2 en avril. On va faire aussi une conférence et un débat. Et puis, on va faire aussi on va participer à l'organisation d'un webinaire avec les RT NanoElec. Donc là, on est encore très contents. Alors, juste avant de commencer, toutes les recherches que je vais vous présenter là dans cette conférence, elles ont été réalisées à côté de nos cours. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans le collectif qui est en césure. Tout ça pour dire que les informations qui vont être abordées, elles sont absolument pas exhaustives. De toute façon, c'est très dur d'être exhaustif sur un sujet. Donc, on n'est pas des experts de la transition écologique. Par contre, on a fait toutes nos recherches et cette présentation est bâtie dans l'idée d'être le plus juste, le plus complet et le plus honnête sur les informations, parce que être honnête dans la transition écologique, c'est quand même presque le plus important, sinon on biaise complètement les raisonnements qu'on fait. Alors à côté de ça, on va vous faire part du coup de nos interrogations, de nos questionnements et des réflexions qu'on a développées et qu'on va vous partager. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans cette conférence ? On va essayer de vous montrer ce qui nous intéresse d'abord, mais aussi ce qui nous préoccupe. On va vous montrer les questions qu'on se pose et tout ce que on remet en cause aussi dans notre modèle. Donc, bien évidemment, tout ça est interconnecté. Et à la fin, je vous parlerai un petit peu de ce qui nous anime, nous, étudiants ingénieurs.
Alors au niveau du sommaire, je vais commencer par faire un état des lieux climatique et sociétal. Je parlerai un petit peu du fonctionnement de notre société. C'est important de comprendre un petit peu les travers du monde actuel avant de proposer des solutions. Et puis à la fin, je parlerai de cette idée de cahier des charges qui change et de cette nouvelle philosophie d'innovation qu'il faut qu'on amène. Alors commençons avec l'état des lieux climatique et sociétal. C'est pas la partie la plus drôle de la conférence. Donc voici ici, on a récupéré les graphes du GIEC en 2019. Donc vous voyez ici donc l'évolution du réchauffement climatique à la surface du globe en prenant en compte aussi les océans. Et quand on fait le calcul et quand on regarde les relevés météorologiques, on arrive à 1,2 degrés de réchauffement climatique. Ça, c'est fait. 1,2 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Alors quand on regarde un petit peu les prévisions qui sont faites par nos ingénieurs et chercheurs français, donc ça c'est un graphe qui vient du CNRS, du CEA et de Météo France, qui est assez récent, c'était l'année dernière. Et eux, ils nous font du coup plusieurs prévisions jusqu'en 2100, jusqu'à la fin du siècle. Et donc là, vous retrouvez en bleu le scénario résilience, c'est-à-dire un scénario qui est l'équivalent d'un presque un Covid par an. Donc c'est des efforts qui sont énormes. C'est de la coopération internationale entre les pays. C'est une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une contrainte sur la démographie, parce que c'est aussi un sujet. Donc là, on voit sur ce graphe que si on suit la courbe bleue, on n'arrivera pas à faire mieux que 2 degrés. Ça, c'est fait aussi. Donc les accords de Paris, ça va être compliqué. En tout cas, nos chercheurs nous disent qu'on passera forcément par 2 degrés. À l'inverse, vous retrouvez en rouge la courbe Business as usual, SSP5 avec un forçage radiatif 8.5. Et donc là, on voit qu'en fait, avec un business as usual, donc ces développements encore plus massifs des énergies fossiles, on peut monter jusqu'à 7 degrés. Alors pour un peu essayer d'imager tout ça, on va essayer de revenir en France et on va vous montrer aussi que le réchauffement climatique, malheureusement, il va nous toucher. C'est pas simplement les pays sous-développés comme on peut l'entendre. En France, sur un scénario SSP3 7.0, donc c'est 4 degrés en 2070, eh ben on apprend que la Garonne est à sec pendant quelques mois. C'est incroyable. L'année dernière, c'était le Doubs qui était à sec. Le Doubs, c'est une rivière. Là, on a la Garonne, qui est quand même un fleuve, qui sera à sec quelques mois. C'est nos ingénieurs qui nous le disent. Donc, bien évidemment, les pratiques agricoles, elles vont être mises en cause. On apprend aussi que la canicule de 2003, elle deviendra la norme en 2100. Donc, si on suit un scénario business as usual plus, donc ça veut quand même dire qu'on dit au revoir à 15 000 de nos retraités chaque année. Et puis, bien évidemment, l'augmentation des feux de forêt, mais ça, c'est même avec des efforts titanesques. Alors, dernière prévision concernant la France, on a vu que les records observés entre 1950 et 2005 tournaient autour de 42 degrés, ce qui est déjà énorme. 42 degrés, c'est dur à vivre l'été. Donc là, on est plutôt dans une situation où on préfère rester chez nous. Ça, c'était les prévisions entre 1950 et 2005. Les prévisions pour 2050, c'est jusqu'à 53 degrés. Et on a même du 54. C'est énorme. Et ça, c'est nos ingénieurs. Enfin, c'est Météo France qui nous le dit. C'est pas une ONG qui nous parle de ça. Et le pire, c'est que c'est pas dans le pire des scénarios, c'est avec un réchauffement 3.5. Alors là, vous allez dire, oui, mais David, aujourd'hui, on a 1,2 degré de réchauffement climatique, on est quand même loin des 3.7. Et ben du coup, on reprend la courbe et on a tracé, nous, le collectif, une simple droite avec un réchauffement, du coup, de 3,7, ce qui correspond au scénario 4.5. Et ben en fait, quand on regarde les différents scénarios proposés par nos chercheurs, il nous reste plus qu'une solution. Si on veut éviter d'avoir les 52, 53, 54 degrés qui seront juste ingérables pour nous. Donc, c'est des efforts énormes. Alors, 1, 2, 4 degrés, finalement, c'est pas grand-chose. Et ben en fait, si, on aimerait que ce soit pas grand-chose. Ça, c'est le GIEC qui nous le dit en 2019. Ils nous ont représenté 7 grands problèmes sociétaux. Donc, on a l'érosion des sols, on a la dégradation du permafrost, on a la perte de végétalisation, etc., etc. Et là, ici, je vous ai mis la légende. Quand on arrive sur des couleurs violettes, on a un risque d'occurrence qui est énorme. On est sûr que ça va arriver à 80-85%. Quand on est sur du jaune, c'est un risque modéré, 30%, ce qui est déjà pas rien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2 degrés, la dégradation du permafrost, elle sera bien plus violente que celle qu'on a aujourd'hui. Dégradation du permafrost, ça veut dire aussi accélération du réchauffement climatique, comme vous le savez. Ce qu'on voit aussi, c'est que les insécurités alimentaires, elles vont nous toucher encore bien plus qu'aujourd'hui. Et ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que toutes les grandes révolutions de ce monde ont commencé par l'augmentation du prix du pain. Et c'était le cas à la Révolution française en 1789, mais plus récemment, le printemps arabe a quand même commencé parce qu'on avait une perte de rendement dans l'agriculture. On ajoute par-dessus un manque de redistribution des richesses, et ça explose. Donc ça, les crises sociales, voilà ce qui nous préoccupe, nous étudiants ingénieurs.
Alors là, ici, on vous a mis les précipitations, en tout cas les prévisions de précipitations pendant notre retraite. C'est des prévisions qui sont faites pour les années 2080-2090. Et ça, c'est suivant deux scénarios. Un scénario avec des efforts énormes, c'est bisounours, c'est coopération entre les pays, on en est très loin. Avec un scénario ici bisounours, on arrive avec des changements de précipitations entre moins 20 et plus 20% par rapport à ce qu'on a connu en 86, entre 86 et 2005. À l'inverse, business as usual, ce que vous voyez à droite, on a des précipitations qui varient entre moins 40 et plus 50. Dans tous les cas, on va bouleverser le climat et on est déjà en train de le faire. Donc ça, ces bouleversements climatiques, voilà ce qui nous préoccupe, nous étudiants ingénieurs. Montée des eaux, température létale, on pourrait aller en fait super longtemps là-dessus. Nous, on a été très atteints mentalement quand on a fait toutes ces recherches. En tout cas, les perspectives de la crise sociale, vous l'imaginez, elles sont énormes. À 2 degrés, scénario bisounours, l'ONU prédit quand même 280 millions de migrants climatiques. 280 millions, c'est 4 fois la France qui se déplace. Et ça, c'est dans un scénario bisounours. L'ONU nous a dit l'année dernière que ce serait plutôt 1 milliard de personnes qui seraient amenées à se déplacer. Donc là encore, la migration climatique, voilà ce qui nous préoccupe, nous étudiants ingénieurs. Bon, on vous a montré ici, on vous a représenté, on a repris plutôt des graphes qui sortent de l'IAE et qui représentent l'évolution des émissions de gaz à effet de serre depuis l'ère pré-industrielle. Et à côté de ça, on vous a mis les grands rapports qui sont sortis. C'est pas du tout exhaustif, mais c'est pour vous montrer que les scientifiques ne font que nous alerter. Donc voici, on vous a mis Limit of Growth qui a commencé à faire surgir une prise de conscience globale, donc en 1972. Et puis on vous a mis tous les rapports du GIEC, rapport 1 90, rapport 3 2001, rapport 4 2007, rapport 5 2013 2014, et puis les 3 rapports spéciaux qui sont sortis récemment. On voit que malgré toutes ces alertes de scientifiques, la courbe des émissions de gaz à effet de serre, elle ne diminue pas. Ce qui est marrant et ce qui nous interroge, c'est qu'à côté de ça, on n'a jamais autant innové. Là, on vous a récupéré sur ce graphe, ça a été pas mal de boulot, puis c'est un boulot passionnant, c'est récupérer des chiffres dans un tableau Excel. Mais on a réussi à vous remettre ici, en rouge, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et en bleu, la dépose de brevets dans le monde. C'est assez perturbant, parce que plus on dépose de brevets, en tout cas la dépose de brevets n'influence pas les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas pas dans le bon sens. Alors la question qu'on se pose, et elle est légitime, même si c'est très compliqué, la dépose de brevets, ça dépend de plein de secteurs. La question qu'on se pose quand même, c'est que est-ce qu'on innove vraiment pour les bonnes causes? Ça, c'est ce qu'on questionne dans le collectif. Donc voilà, j'en ai fini avec l'état des lieux un peu climatique et sociétal. Alors maintenant, quid du fonctionnement de la société? Dans quel monde vivons-nous? Voici le schéma qui représente le mieux le monde actuel, qui est le modèle linéaire, qui consiste en 4 à 5 grandes étapes, qui commencent par extraire de manière illimitée des ressources qui sont pourtant limitées, c'est déplacer, c'est fabriquer, c'est consommer d'une manière pas forcément très raisonnable, et à la fin, c'est jeter. C'est dingue. Dans un monde où le diamètre de la Terre n'évolue pas au fil des années, eh ben, toutes les ressources qu'on extrait, à la fin, on les jette. Donc, on se rend bien compte, là, d'un premier regard, que ce modèle tourne, mais la question, c'est jusqu'à quand? Alors, du coup, on s'est posé la question, en quoi c'était problématique de rester dans un modèle linéaire, avant de réfléchir à cette économie circulaire? Première problématique, on en a trouvé 3. Première problématique, le fait que l'énergie qui permet de faire tourner cette société, elle est majoritairement grise, c'est-à-dire ce sont des énergies fossiles. Alors, pour vous le montrer, juste un graphe, mais parce qu'il est tellement éloquent qu'il n'y en a pas besoin de 50. C'est un graphe qu'on a pris de BP Statistical Review of World Energy, qui est le rapport de référence quand on parle d'énergie. Et vous voyez ici l'évolution de la consommation énergétique en fonction des différentes sources d'énergie depuis 1994 et jusqu'à l'année dernière. Ce qu'on voit ici, et les 3 couleurs qui nous préoccupent, nous, c'est le vert, le pétrole, le rouge, le gaz naturel, et le gris, le charbon. Et on voit que ces 3 sources, en fait, continuent de croître au fil des années. Donc, au-dessus, on a le nucléaire qui, lui, ne croît pas dans le monde. On a l'hydraulique où il faut se rapprocher pour voir que ça augmente. Et effectivement, on a au-dessus de la pile les énergies renouvelables qui, elles, voient une croissance, sentent une croissance assez importante. Mais le problème, c'est que les énergies renouvelables peuvent déplacer le slide. Tant qu'on n'a pas réduit les 3 sources d'énergie fossiles, on n'a pas rendu une planète plus viable à nos enfants. Donc notre problème, il est là. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de l'empilement des sources. C'est-à-dire qu'on construit des éoliennes à côté des usines à charbon. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, nous, dans le collectif, on est assez convaincus. Il faut fermer les usines à charbon, si on reste dans le secteur de l'électricité, et il faut compenser l'électricité fournie par le charbon par des énergies renouvelables, au-delà de se mettre au régime énergétique. Donc là, c'est pas vraiment la tendance que suit nos sociétés.
Deuxième problème, le poids environnemental et social des matières premières. Aujourd'hui, dans nos écoles, et nous on le sent dans les écoles d'ingénieurs, on parle sans arrêt du poids économique. On fait des TP pour réduire les coûts et c'est quand même ça l'objectif à la fin. Sauf que le problème, c'est qu'on parle jamais du poids environnemental et social. Et nous, comme vous la représentez ici, le poids environnemental et social pèse bien plus lourd que le poids économique qui en fait représente pas grand-chose. On va vous l'illustrer. Moi, je suis industriel, je suis chercheur, je suis ingénieur et j'ai besoin de cuivre. Et on va en utiliser beaucoup pour la transition écologique. Le problème, c'est que Mère Nature a pas fait le boulot jusqu'au bout, dans le sens où on trouve pas du cuivre torsadé comme ça directement à même le sol. On retrouve le cuivre sous forme de minerai d'abord, auquel il faut venir faire des traitements du minerai pour récupérer à la fin nos métaux. Donc du coup, on va essayer de retracer un petit peu toute la chaîne et d'arriver petit à petit aux origines en fait du cuivre. Et donc cette étude nous a amené jusqu'à la mine de cuivre du Chuquicamata, où on voit que 40% de notre cuivre dans le monde provient de cette mine. Et donc comment ça se passe et qu'ont fait les industriels pour vous montrer ce poids environnemental? Pour faire le traitement chimique et pour rincer la roche, on a besoin d'énormément de quantités d'eau douce. Alors, ce qu'ont fait les industriels, c'est qu'ils ont percé la croûte terrestre et ils sont allés pomper d'une manière irréversible les nappes phréatiques jusqu'à les assécher durablement. Alors, comme ils voulaient continuer à rentabiliser cette mine, ce qu'ont fait les industriels, c'est qu'ils ont construit d'énormes pipes, 150 km, pour aller récupérer l'eau directement dans les océans. Donc là, vous imaginez bien, hein, c'est pas 3 gouttes, c'est 9 mètres cubes par seconde, c'est 9000 litres par seconde, moyenné sur une journée, ça fait quand même 3 fois la consommation du Grand Lyon. Pour rincer des pierres et faire du traitement chimique, c'est énorme. Mais le problème, c'est que l'eau qui vient des océans, elle est salée, et nous, on a besoin d'eau douce. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit une usine de désalinisation, et cette usine de désalinisation, elle ne marche pas avec 3 ouvriers qui pédalent, on a besoin d'énormément d'énergie, et du coup, ils ont construit une usine à charbon juste à côté. Pompons sur la Garonne, le charbon provient de Colombie et de Nouvelle-Zélande. Donc là, d'un seul regard, on arrive à voir en fait toute la complexité du cuivre. Utiliser du cuivre, mais utiliser tous les autres métaux, c'est pas anodin en fait. Ça nous coûte à la planète. Et c'est ça qu'on reproche un petit peu à nos formations, c'est le fait d'avoir ce recul un petit peu sur nos matières premières et ce manque plutôt. Alors pour vous illustrer un petit peu les pollutions atmosphériques et le poids environnemental du cuivre, on est allé récupérer les discours du président du collège médical d'Antofagasta, donc qui est la région autour de la mine. Je vous ai représenté la mine en haut du Chili. Et ce qu'il nous dit, c'est que ce monsieur, c'est que dans le centre et dans le sud du Chili, on meurt de maladies cardiovasculaires. Presque une belle mort, c'est des maladies de fin de vie. Et ben à côté de ça, autour de la mine du Chuquicamata, donc à 4 heures de route quand même sur un rayon, et ben on meurt du cancer des poumons. Il y a 10% de la population à 4 heures de route qui meurt du cancer des poumons. Donc là, on arrive à voir tout de suite en fait le poids environnemental et social. Alors la question qu'on se pose quand même, c'est est-ce que nos matières, elles sont au prix le plus juste? Pour vous l'illustrer, je reprends le cuivre et donc on a vu toutes les infrastructures qu'il faut développer et toutes les pollutions qui sont générées pour avoir à la fin du cuivre. Bon allez, je rajoute par-dessus le porte-conteneur qui lui émet encore des émissions de gaz à effet de serre, vous le savez bien mieux que nous, pour transporter le cuivre du Chili jusqu'en Europe. Et ben tout ça, toutes ces infrastructures, elles ont coûté l'année dernière 6,20 € le kilo. 6,20 € le kilo. À côté de ça, pour le comparer, on a pris les cerises. En France, sur nos marchés, les cerises l'année dernière ont coûté 7 € le kilo. Pour recueillir des cerises, il nous faut quoi? Il nous faut une échelle, un peu de matériel agricole, si on a une grosse exploitation. Mais si on fait la comparaison, le poids carbone de la cerise, c'est 0. Et pourtant, c'est quand même le kilo de cerise qui coûte plus cher que le kilo de cuivre. Donc là, 2 conclusions là-dessus. La première conclusion, c'est que le prix ne représente rien, en fait. Ne représente pas le vrai coût physique, environnemental, le coût qui nous intéresse le plus. Deuxième conclusion, c'est pas cher de détruire la planète. Donc ça, on remet en question, bien évidemment, dans le collectif. Bon, troisième problème, et on va aller super vite, le fait que nos ressources, on l'a abordé un petit peu avant, soient limitées. Juste un graphe pour vous le montrer. C'est un graphe qu'on a sorti de l'ADEME sur l'épuisement des métaux et des minéraux. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est la question qui se posait en 2017. Bon, ça la pose toujours maintenant. Ce qu'on voit sur ce graphe, c'est qu'on a quand même une dizaine d'années de réserve pour le plomb, l'argent, le zinc, si on ajoute en plus la croissance de la demande. Et puis on aurait une vingtaine d'années de réserve pour le cuivre, le cobalt, le nickel, le bore en fait en prenant en compte plutôt la durée des réserves, la durée des mines en fait, les quantités de métaux contenus dans les mines. Donc là on voit clairement que bien évidemment nos ressources sont limitées et du coup il faut qu'on les économise.
Alors, on est bloqué dans de l'économie linéaire et pour ça, nous, on a trouvé deux raisons. On va en développer qu'une seule parce qu'il nous manque un peu de temps. La première raison, c'est que le recyclage n'est pas assez développé. Ça, l'ADEME nous le dit. Et à côté de ça, en plus, on a décidé de complexifier nos objets. C'est là où on va essayer de vous donner un peu quelques détails. Alors, pour vous l'illustrer, un exemple. Donc, on a pris l'évolution des métaux contenus dans la téléphonie. Donc, en 1950, le premier téléphone fixe, on était à 12 métaux. Premier GSM en 1990, 29 métaux. Moi, aujourd'hui, dans mon iPhone 7, environ, je retrouve 55 métaux. Alors là, ici, on a une très belle infographie qui est donnée par Ingénieurs sans frontières et on voit du coup ce cocktail métallique que contiennent nos produits high-tech. Donc, on retrouve de tout, de l'or, de l'argent, du gallium. On retrouve du néodyme, qui est une terre rare, etc., etc. Le problème, c'est qu'elles sont contenues en quantité infime. Pour vous le montrer, on a repris un petit peu une lettre qui a été faite le 30 août 2020 au Sénat. Et donc, en fait, on a refait les calculs pour un smartphone standard. Donc, le mien, il fait 140 grammes, c'est un iPhone 7, comme je disais. Il contient 0,009% de palladium, 0,003% de néodyme, 0,0003% de tungstène. Donc, vous imaginez bien, on est de l'ordre de même pas 1 milligramme. Donc, vous imaginez bien qu'avec des quantités si faibles, arriver à développer des filières de recyclage derrière, c'est très compliqué. C'est très compliqué économiquement parce que du coup, il faut arriver à accumuler des quantités énormes de téléphones pour arriver à récupérer des matières premières suffisantes pour que ce soit rentable. Mais à côté de ça aussi, de manière physique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dopé, on a fait des alliages métalliques, arriver à dédoper entièrement tous les métaux contenus dans un téléphone, je pense qu'il faut se lever tôt. En tout cas, au total, 70 kilos de matières premières ont été nécessaires pour fabriquer mes 140 grammes. Donc, mon smartphone ne pèse pas 140 grammes, il pèse 70 kilos. Et le problème, c'est qu'on recycle 3 fois rien. Alors, la Commission européenne, elle nous le dit en 2018, on recycle à peine 1% du baryte, du beryllium, du gallium, de l'indium, du phosphore, du tantal, du germanium ou encore du silicium que nous consommons. Pour vous le montrer une dernière fois, voici un tableau périodique des éléments, mais là, on retrouve le taux de recyclage des métaux dans le monde. Donc, on voit ici que pour les métaux qui sont utilisés abondamment, comme le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, on arrive à avoir des taux de recyclage qui est au-dessus de 50%. Donc là, ça devient intéressant. Par contre, on a toutes nos terres rares qui ont été entourées, où là, on a un taux de recyclage qui n'est même pas d'1%, donc c'est peanuts. Donc, bien évidemment, on voit ici, mais c'est le cas aussi de l'arsenic, du germanium, de l'indium, etc., etc. Donc, il faut qu'on économise nos matières parce que c'est limité en plus dans le temps. Et nous, quand on est rentré en école d'ingénieur, c'est aussi quelque chose qu'on voulait faire passer comme message. On s'est dit, enfin, moi, en tout cas, je me disais assez que plus c'était complexe et plus c'était innovant. Un bon ingénieur, c'est un ingénieur qui fait des produits super complexes. Et ben ça, petit à petit, on est en train de le remettre en question dans le collectif. Pour vous l'illustrer, le Samsung S20, qui est sorti là, l'année dernière, j'arrive même plus à suivre. Samsung S20, où on nous a remis ici les caractéristiques techniques. Microprocesseur 7 nanomètres, octo-cœur. C'est plus que l'ordinateur qui permet de faire la présentation ici aujourd'hui. 4 appareils photo parce qu'un seul, ça suffisait pas. Le Bluetooth 5.0 parce que le 4.0, il n'était pas assez... Et puis toute une pelletée, en fait, capteur d'empreintes digitales, capteur gyro, géomagnétique, AFO, luminosité, etc., etc. Le problème, c'est que plus on met des composants électroniques dans nos produits high-tech, et moins on se facilite la tâche de la fin de vie, du recyclage. Donc ça, on est en train de remettre en question. C'est-à-dire que à quel prix on est en train de faire des produits si complexes. Alors, là, ici, on vous a montré un exemple de la complexité en termes d'ingrédients et ce tumulte, en fait, métallique qu'on a dans nos appareils. Mais on a aussi décidé de complexifier de manière mécanique. Et c'est l'exemple qu'on a voulu vous montrer ici, c'est l'appareil photo. Donc, je prends l'Olympus Trip 35, date de sortie 2005-2006. Si je fais la vue éclatée, on retrouve à peu près une quarantaine de composants, pardon. Donc là, ça devient complètement jouable et envisageable de fournir des pièces détachées, de permettre la réparation, de lancer des filières de recyclage à la fin pour arriver à séparer les différents composants. Et 3 ans après, est sorti le Nikon D700, où là, si on fait la vue éclatée de cet appareil, il nous faut presque une année de césure pour compter le nombre de composants. Donc là, bien évidemment, lancer une filière de recyclage là-dessus, c'est bien moins facile. Arriver à fournir des pièces détachées aux utilisateurs pour permettre la réparabilité, c'est bien moins envisageable, etc., etc. Donc bien évidemment, le Nikon D700, il fait de plus belles photos que l'Olympus Trip 35. Mais à quel prix? À quel prix? Alors, il faut pas qu'on ait peur. Ça, c'est peut-être quelque chose que moi, en tout cas, je le ressentais avant de commencer à se lancer ce collectif. C'est le fait d'avoir peur un peu de prendre du recul, de questionner un petit peu cette société. Non, il faut pas qu'on ait peur, justement. Il faut qu'on questionne, il faut qu'on débatte, il faut qu'on remette en question pour arriver à fournir les bonnes solutions.
Parce qu'aujourd'hui, quand même, dans le collectif, on a l'impression que la science, elle est parfois déconnectée des enjeux actuels. Pour vous le montrer, 2 exemples. Le premier, c'est un rapport qui est sorti en septembre 2020 par des chercheurs autour du monde. On apprend que la surmortalité mondiale due à l'ensemble de la pollution de l'air ambiant, elle est estimée quand même à 8,8 millions par an. Et en plus, c'est une donnée qu'on n'en parle pas beaucoup et que nous, on a appris, c'est que l'ensemble des pollutions de l'air ambiant, elle insinuait une diminution d'espérance de vie de 2,9 années. Et c'est énorme. 2,9 années, 3 ans, c'est 3 anniversaires, c'est 3 Noëls, c'est 3 vacances d'été qu'on est en train de perdre à cause de la pollution de l'air. Et ben à côté de ça, en 2020, cette année, on a des constructeurs, dont notamment des constructeurs français, qui ont fourni sur le marché des énormes SUV, essence et diesel, aux clients et aux consommateurs. Donc le SUV, c'est ce grand tank qui me pèse plus d'1,4 tonne largement pour déplacer des personnes qui pèsent 80 kilos dans des villes limitées à 50 km/h. Ça, nous, on est en train de remettre en question. En tout cas, on le voit, cette déconnexion, en fait. Deuxième exemple, 40% des cancers en Chine viennent des régions nord-chinoises, Mongolie intérieure, parce qu'on a toute l'extraction et le travail des matières premières. En Indonésie, extraction de l'étain a ravagé 70% des récifs coralliens. C'est incroyable. Dans le monde, en 2020, on estime à 1 million le nombre d'enfants dans les mines. On parle beaucoup de la République démocratique du Congo, mais si seulement il y avait que 1 million autour du monde. Donc, on s'est rendu compte tout à l'heure que le poids environnemental et social des matières premières, il était énorme. Et ben, à côté de ça, nous, en Occident, de quoi on rêve? On rêve de voitures autonomes bourrées d'électronique, on rêve de téléphones pliables, on rêve de réalité virtuelle et le tout connecté par de la 5G. Ça nous questionne dans le collectif. Nous, on a l'impression que cette science et les technologies, elles sont parfois déraisonnables. Est-ce qu'on a vraiment envie de l'usine ultra connectée, hyper robotisée, alors que la priorité numéro 1 des Français en 2019, c'était le chômage? Quand on remplace un robot, quand on remplace un ouvrier par un robot, on pourra dire ce qu'on veut, c'est physique, il a perdu son emploi. On en a gagné d'autres d'emplois, parce qu'il y a le numérique derrière. Mais l'ouvrier qui est peu qualifié, il a perdu son boulot. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Pareil, on n'a même pas besoin en fait de commenter toutes ces images. Est-ce qu'on a vraiment envie du livreur qui porte notre carton? Mais en fait, c'est un robot. Moi, je préfère avoir un vrai livreur qui est humain, auquel je peux demander comment il va et bonjour. Donc voilà, les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on innove vraiment pour les bonnes causes? J'en ai fini et je vais aborder la dernière partie sur le cahier des charges, ce nouveau cahier des charges et cette nouvelle philosophie de l'innovation. Alors, un petit rappel sur le cahier des charges du scientifique, parce que quand on n'est pas dans le domaine de la science, parfois, ça ne nous parle pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'on développe des produits ou qu'on participe au travail de recherche, on part toujours d'un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, bien évidemment, il varie selon les applications, mais on retrouve toujours des contraintes critiques auxquelles on ne peut pas déroger et des contraintes souples auxquelles on peut ajuster un petit peu nos résultats, nos tests, on va dire. Donc, dans les contraintes critiques, on retrouve la consommation, le poids, la résistance mécanique, le prix. Ça, c'est le cahier des charges aujourd'hui actuel. Et dans les contraintes souples, on a la forme, la taille, par exemple. Il est à compléter. Et ben nous, aujourd'hui, on a envie de dire que le cahier des charges, il est en train de changer. En tout cas, c'est plus le même. Le cahier des charges du nouvel ingénieur, celui qui est moderne, et ben les contraintes critiques, c'est-à-dire celles auxquelles il ne faut pas déroger, c'est la diminution de l'empreinte carbone de la consommation. C'est le développement soutenable des pays pauvres. Et après, on retrouve nos anciennes contraintes critiques qui deviennent du coup nos contraintes souples. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a respecté ce critère numéro 1 de réduire l'empreinte carbone, et ben après on réfléchit sur la résistance mécanique, le poids, la taille, le prix, etc., etc. Il faut qu'on rapproche science et besoins des citoyens. Nous, c'est ce qu'on milite un petit peu dans le collectif. Pour vous le montrer, 2 exemples. Donc c'est SoScience, qui est une entreprise qui permet de rapprocher les acteurs qui font surgir en fait les besoins des populations. Et ils les font rapprocher des scientifiques et des centres de recherche. Premier constat, l'agriculture devient de plus en plus difficile en Tunisie à cause de la désertification. Qu'est-ce qu'on fait SoScience? Eh ben, ils ont rapproché des entrepreneurs tunisiens, donc notamment l'entreprise Reverdir, avec Robin Duponnois, qui est microbiologiste à l'IRD. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Ils ont travaillé sur des polymères superabsorbants biosourcés pour repermettre une agriculture dans des zones arides. C'est super. Nous, innover pour répondre aux besoins de la population, voilà ce qui nous anime. Deuxième exemple, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, on perd 30% de l'ensemble des denrées alimentaires de la ferme aux marchés locaux, parce qu'on n'a pas toutes les technologies derrière qui permettent de consommer les aliments, de conserver ces aliments. Qu'est-ce qu'on fait SoScience?
Ils ont rapproché les acteurs locaux avec un constructeur automobile et ils ont travaillé ensemble pour permettre de développer un camion réfrigéré low cost. Là encore, c'est génial. Donc, retrouver du sens dans la production, voilà ce qui nous anime et voilà de quoi nous devons rêver. Par contre, un truc quand même qui est pas assez abordé, on trouvait dans nos formations aussi, c'est le fait de prendre du recul, de penser global. Parce qu'aujourd'hui, on a des scientifiques qui travaillent sur les panneaux solaires avec des rendements qui dépassent largement ceux actuels, c'est super. On a d'autres scientifiques qui travaillent pour rendre nos composants électroniques moins énergivores. Donc là aussi, ça, c'est très intéressant comme recherche. Et on a même des PME comme Alptronic qui développent des batteries lithium-ion sécables et donc du coup réparables. Donc là encore, ça répond aux besoins de la population et c'est fait intelligemment. Le problème, c'est maintenant la question qu'on doit se poser, c'est à qui on vend ces produits? Parce que si on vend par exemple tous ces produits pour fabriquer un bulldozer qui devient du coup zéro carbone, à première vue c'est super, c'est un bulldozer qui est éco-conçu, donc quand il va rouler, il va pas émettre 1 gramme de CO2. Mais à côté de ça, ce bulldozer, il continue de déforester. Donc c'est très imagé, hein, c'est très caricatural, mais c'est l'idée en fait qui sort un petit peu qui doit sortir de cette présentation, c'est pour qui nous travaillons et pourquoi nous le faisons. Donc, il faut qu'on pense autant à la fabrication du produit qu'à son utilisation. Donc, nous, pour nous aider un petit peu à penser global, et à chaque fois qu'on développe un produit, on a développé une méthode qu'on a appelée la méthode 2Q2F, que je vais vous détailler très rapidement. Donc, la méthode 2Q2F, elle permet à chaque ingénieur ou scientifique ou chercheur de se poser les bonnes questions avant de développer un produit ou de participer à l'innovation technologique. Les 4 bonnes questions, c'est quoi, qui, fabrication, fin de vie. Alors quoi, c'est quels besoins, quels usages cible mon produit. Qui, c'est qui je cible, justement, à qui je vais vendre et à qui je destine le produit que je suis en train de fabriquer. Et puis après, je réfléchis à la fabrication, c'est-à-dire avec quelle matière première je fabrique. Est-ce que je peux utiliser des monomatériaux, par exemple, pour faciliter les phases de recyclage? Dans quelles conditions? Est-ce que je peux travailler à température ambiante, à pression atmosphérique? Comment je peux éco-concevoir? Comment je peux utiliser les high-tech? Le fournisseur français, bien évidemment, il faut que nous, dans les bureaux d'études, en tant qu'ingénieurs, il faut qu'on prenne notre téléphone et qu'on appelle les entreprises françaises pour stimuler la production locale. Et bien évidemment, la place de l'humain. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire un super produit, un produit éco-conçu, mais qu'à côté, il soit fabriqué par des robots, sans le côté social, en fait, de la production, l'éco-emballage aussi. Et puis à la fin, la dernière question, c'est fin de vie. Est-ce que mon produit est réparable et à quel taux? Est-ce qu'il est recyclable? Est-ce que je peux fournir des pièces de rechange aux consommateurs? Et comment je collecte mon produit pour récupérer les matières premières et les réintroduire dans ma production? Donc voilà les 4 grandes questions et on pousse justement au dialogue là-dessus pour qu'on développe cette méthode ensemble. Il faut en tout cas que nous, on soit exigeants en tant qu'ingénieurs parce qu'on va bientôt rentrer dans le monde du travail. Nous, on va rentrer dans 2 mois à peu près. Et il faut qu'on soit exigeant dans les entreprises qu'on cible. Parce que nous, étudiants ingénieurs, on veut pas simplement travailler 35 heures et récupérer notre salaire. Ça, c'est pas vrai. Nous, on veut du sens dans ce qu'on fait et on veut investir notre savoir-faire pour le bien commun. Alors, juste pour parler un petit peu du greenwashing, très rapidement. Parce que nous, aujourd'hui, on veut des entreprises qui font finalement plus que de la RSE. Je vous remets la courbe ici qu'on a vue tout à l'heure, qui nous montre les efforts incroyables en fait qu'on doit fournir. Notre objectif, c'est la courbe bleue quand même. Et ben la courbe bleue, tous les objectifs qui sont directement attachés à cette courbe, ils sont bien plus grands que simplement mettre des gobelets en carton dans la machine à café, que mettre du papier recyclé dans l'imprimante, que faire de l'efficacité énergétique, que construire des ruches sur les plafonds, enfin sur les toits et sur les parkings des entreprises, que de faire de la compensation carbone. Il va falloir aller bien plus au-delà de toutes ces actions en fait à la marge. Parce que si on fait que ces actions, eh ben en fait, ce qui va nous arriver, c'est les 50 degrés. Parce que les 50 degrés, c'est avec 3,7, c'est déjà avec des efforts. Donc, il faut bien évidemment que en tout cas, l'objectif, c'est de ne pas continuer à faire ce que l'on fait, mais en moins mal. C'est vraiment de changer de philosophie de l'innovation. Il faut qu'on arrive à trouver des entreprises, en tout cas, il faut que les entreprises se posent la question de à quoi sert la science et surtout, que sert la science? Est-ce que la science sert à entretenir la surconsommation ou est-ce que la science sert à servir le bien commun? Nous, on a déjà une petite idée dans le collectif. Alors, ça y est, j'arrive à la conclusion. J'ai peut-être dépassé un petit peu, je vais très très vite. Donc voilà, il faut qu'on se fixe les bons objectifs. Nous, en tant qu'étudiants ingénieurs, mais aussi vous, chercheurs et scientifiques, il faut surtout qu'on change notre regard sur le futur. Travailler sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments, il y a de la recherche à faire sur des dizaines d'années, c'est génial, c'est hyper enthousiasmant. Travailler sur les transports de demain, c'est pareil. En plus, on se dit que la 2 chevaux, c'était pas finalement une si mauvaise idée. Donc, peut-être que la sobriété dans l'automobile, c'est quand même le plus urgent à faire.
Travailler dans l'agriculture de demain, rapprocher les consommateurs des producteurs, travailler dans la santé. Bref, nous, on veut travailler pour le bien commun. Un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même, et ça, on n'en parle peut-être pas assez, c'est que il faut pas qu'on oublie les autres colocataires de ce monde. On n'est pas simplement nous, humains sur la planète, à innover de notre côté. On a d'autres colocataires, il faut qu'on pense à eux. Nous, on a envie d'être des ingénieurs qui ne travaillent pas au détriment des autres vivants. Parce que, bien évidemment, la prédation des sols, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est aussi quelque chose qui nous préoccupe. Alors voilà, imaginons et bâtissons ensemble un nouveau monde pour demain. J'ai écrit ma conclusion parce que ça a été un boulot incroyable et pour arriver à enregistrer la conclusion aussi, il fallait y aller. En tout cas, dans cette conférence, comme vous avez pu le voir, on a développé, on vous a montré nos réflexions simplement autour de la méthode 2Q2F, qu'on vous pousse vraiment à débattre. Voilà. Mais par contre, on n'a pas appuyé précisément sur ce qu'il faudrait faire demain. On a déjà quelques idées, mais au-delà de ça, c'est en fait super compliqué de prioriser nos actions. Mais justement, en fait, c'est fait exprès. On n'a pas voulu pointer directement dans les grands secteurs auxquels il faut qu'on travaille et sur quoi il faut qu'on travaille, parce que justement, la transition écologique, c'est un domaine qu'il faut qu'on s'approprie tous. Il faut qu'on trouve ensemble les solutions. Il faut qu'on construise l'imaginaire de demain avec tout le monde, c'est-à-dire avec la société civile, avec les industriels, avec les parties prenantes. Il faut qu'on le fasse ensemble, avec les autres corps de formation, mais aussi et surtout avec notre cœur. Pourquoi nous faisons cela et quel futur voulons-nous? Donc alors, maintenant, travaillons ensemble et utilisons notre savoir-faire et chacune de nos expertises ensemble pour le bien commun. Merci. Bien. Merci beaucoup, David. Oui. David va remettre son masque. Je voudrais inviter Estelle et Clément à nous rejoindre sur le plateau pour répondre aux questions. Donc, je vous remercie très sincèrement pour votre présentation, très dynamique. Merci à vous. J'espère que l'auditoire se joint à moi pour vous remercier. Bien, bienvenue sur le plateau. Et donc là, voilà, on attend les questions. Et voilà, déjà un remerciement. Superbe exposé qui montre l'immensité du problème. La question qui vient après. Par où commencer quand on travaille en R&D? Large question. Très bonne question. Il faut que je boive un moment quand même. En fait, on a essayé de le montrer dans la méthode de Q2F. La méthode, elle est quand même travaillée, même si ça a l'air d'être un peu les prémices. Les deux premières questions qu'on pose, avant de penser à la fabrication et l'éco-conception et les high-tech et tout ça, les deux premières questions qu'on se pose, c'est pour qui et pourquoi. Ça, et c'est là où il faut que je pense, il manque en fait de débat. Nous, déjà, on ne débat jamais dans nos écoles d'ingénieurs sur ce qu'on est en train de travailler. Mais je pense que dans les centres de recherche, c'est quelque chose qui pourrait être aussi super de débattre tous ensemble, d'abord sur quoi on va travailler et pour qui on le fait et comment on le fait après. Donc bien évidemment, c'est d'abord qui on cible et quand on lance un produit. Moi, je le vois plus comme ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Non, on va vous donner la parole. Moi, je pense qu'en recherche et développement, il y a des outils qui commencent à être développés par... Non, vous touchez rien au micro. Excusez-moi. Vous touchez rien au micro. Alors, il va être activé par le régisseur. Allez-y, parlez. En recherche et développement, il y a des outils. Ah, ça marche pas. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre le mien. Mais je dois faire une opération de nettoyage avant. Voilà. Allez-y. Merci. Donc, en recherche et développement, moi, j'ai vu ça dans mon cursus. Il y a des outils qui commencent à se développer, notamment autour de l'analyse de cycle de vie, pour commencer à quantifier ce sur quoi on peut progresser pour développer, donc à la première étape de recherche et développement, des produits plus éco-responsables, avec notamment l'apparition d'outils vraiment quantitatifs. C'est pas juste des discours d'ONG qui disent qu'il faut innover de telle ou telle façon. Il y a vraiment des outils pour faire des choix pertinents relatifs à l'environnement. C'est bon? Alors, on va passer à la question suivante. Je m'approche pour la lire. Ce serait intéressant de tester votre méthode de Q2F au process des batteries électriques.
Qu'est-ce que vous en pensez? Bien évidemment. La méthode de Q2F, elle s'adresse pas simplement à un produit en particulier, mais à tous les produits, à toute la science. C'est des questions qui sont assez vastes en fait. Il y a assez vagues, mais justement pour que toute l'innovation rentre un peu là-dedans. Bien évidemment, on peut faire de l'éco-conception dans les batteries. Et encore là, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est à qui on va vendre ces batteries? Parce que des batteries mises dans de l'agriculture pour faire de l'agriculture raisonnée, bien évidemment, fonçons pour décarboner notre agriculture. Par contre, mettre des batteries lithium-ion avec toutes les externalités, parce qu'on n'a pas parlé du poids environnemental du lithium, du cobalt, etc. Mais mettre des batteries lithium-ion dans des taxis volants ou je ne sais quoi, ben nous, on voit moins l'intérêt. Donc bien évidemment que cette méthode s'adresse aux batteries électriques. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, vous êtes d'accord? Ah, génial. Bon, je m'attendais pas au contraire. Bon, alors voilà, j'ai une nouvelle question pour vous. Est-ce que le problème n'est pas l'utilisation de ces matériaux, mais plutôt notre type de consommation ou surconsommation? Moins on consomme, moins on aura besoin d'énergie, et donc la part d'énergie renouvelable sera plus importante. Est-ce que vous voulez? Oui, en vrai, c'est totalement ça. Dans l'énergie, donc David l'a bien montré que en fait aujourd'hui on est en train de rajouter donc des énergies renouvelables, mais en fait qui ne font que se rajouter à ce qu'on consomme déjà. Et donc bien sûr la priorité c'est donc de diminuer notre consommation énergétique et voilà, les formations d'ingénieurs en énergie. Là, faut vraiment les orienter sur ce point, en plus de développer des énergies renouvelables qui sont bien sûr importantes, mais qui ne feront pas du tout seules la différence. Très bien, merci. Vous avez... Je dirais qu'il faudrait commencer à éco-concevoir donc à la fois des produits et des modes de vie. On a besoin des deux aspects de cette innovation-là. Moi, si je peux rajouter, là, on est en train de parler de sobriété, d'économie circulaire et tout ça, mais ça concerne les pays du G8 et du G10. Grosso modo. Ça concerne le Canada, les États-Unis, l'Europe, en tout cas une partie de l'Europe et le Japon. Mais on a tout un tas d'autres pays dans le monde, on est quand même presque 200 autres pays, enfin 200 pays en tout, des pays auxquels il faut développer. On va quand même pas aller dire aux Africains d'être sobres. Donc tout ça pour dire que bien évidemment, nous, il faut qu'on repense notre consommation, il faut qu'on redevienne sobre dans les usages, mais qu'à côté, il y a aussi tout un développement à fournir. Donc là aussi, on n'a pas eu le temps de le développer, mais la science a tout un rôle à jouer. Donc c'est un discours pour moi à deux échelles, parce que le monde est complexe et il faut prendre du recul. Bien, merci beaucoup. Donc j'attends la question suivante, s'il y en a une. Oui, très bien. Alors, il manque le début de la question. Ou peut-être un mot. N'est-ce pas la notion d'innovation qu'il faut questionner? L'innovation est un mot inventé. Donc, lire Étienne Klein sur ce sujet, je vous le conseille. Ne pas confondre nouveau et innovant, ne pas confondre innovation et marketing. Je vous laisse. Du coup, la question de l'innovation, je pense qu'elle est vraiment compliquée. Ça rejoint un peu une question qui a été posée juste avant, mais pour moi, il faut pas brider l'innovation dans le sens la recherche par rapport à tout ce qu'on pourrait inventer de nouveau et tout ça, mais ce qu'il faudrait brider et ce qu'il faudrait faire, mettre des règles en place, comme le cahier des charges de l'ingénieur par exemple, ce serait vraiment pour ensuite développer ces innovations. Donc c'est-à-dire choisir bien quelles innovations répondent à nos besoins. Mais en soi, la question d'innovation, je pense qu'elle est importante à garder assez libre de base, mais ensuite faire attention à qu'est-ce qu'on va vraiment ensuite commercialiser, quelles innovations on va vraiment développer par la suite. Ouais, c'est ça. C'est un truc qu'on aurait pu rajouter dans le diapo, c'est esprit critique. C'est esprit critique du scientifique, de l'ingénieur, du chercheur avant de développer un produit, mais c'est aussi esprit critique du consommateur. C'est faire la part des choses entre le marketing, les besoins qu'on nous invente, et puis nos réels besoins, les besoins primaires qu'il faut assouvir. Donc oui, bien évidemment, je suis d'accord avec la question. Il faut d'abord qu'on remette en cause l'innovation. Pour qui, pourquoi, c'est toujours ça en fait, les mêmes questions. Très bien, merci beaucoup. Bien, alors, on va voir. Je vois passer un peu les commentaires. Et je vois beaucoup de commentaires qui vous remercient pour votre présentation. Merci pour les commentaires positifs. Et donc,
J'essaie de voir s'il y a d'autres questions qui peuvent venir. Premium non nocere. En premier, ne pas nuire. Au-delà du constat, quelle est votre demande vers les formations? Alors là, c'est une large, Oui. mais importante, une question, puisque Mais c'est quand super même... importante parce que moi je suis quand même convaincu qu'on va pas, nous ingénieurs, arriver en entreprise et tout bousculer si on n'a déjà pas un socle de connaissances du contexte dans lequel nous vivons. En tout cas, c'est ce système et la construction de notre société. Donc bien évidemment, et c'est presque dramatique que nos écoles n'ont pas pris ce sujet-là en main. On a déjà des efforts qu'ils ont fait, hein, on jette pas la pierre, mais je pense aussi qu'il faut qu'on aille plus vite, plus rapide et aussi plus loin, et il faut qu'on le fasse aussi ensemble. Moi, si j'avais, et après je vous laisserai aussi donner votre avis, hein, mais moi je pense que c'est super important d'avoir dans nos écoles une base de connaissances communes sur le poids environnemental de nos matières premières. À partir du moment où on a compris que c'est pas anodin d'utiliser toutes nos ressources, et ben du coup en fait on devient automatiquement responsable dans toute l'innovation qu'on met en place. Donc déjà un poids comme ça, et puis aussi un regard un état des lieux, un esprit critique sur la société, prendre du recul. Sur le reste des habitants, sur comment ne pas nuire en tant qu'ingénieur, etc. Bref, se poser des questions et puis surtout débattre en école. On a perdu aujourd'hui, je trouve, le cœur même de l'université, qui était de débattre. On débat plus de la société et de la construction de la société. Donc reprenons justement l'objectif de la création de l'université, qui était de débattre pour construire ensemble des solutions. Et du coup, moi, pour revenir aussi sur la question précédente de l'innovation, j'aurais adoré avoir des cours véritablement de philosophie de l'innovation en tant qu'étudiant ingénieur, pour ne pas être simplement un outil d'innovation, mais véritable acteur et décideur de ce que je fais dans une entreprise ou dans un labo et pourquoi je le fais. Donc à ce niveau-là, il y a la nécessité de parler de philosophie de l'innovation à la fois dans nos cursus, mais également au niveau de l'opinion publique en général, pour remettre en question notre innovation, ce qui est du coup plutôt le côté de l'ingénieur, et la consommation du côté du grand public. Du coup, moi, je viens d'une école qui traite pas mal les sujets de l'environnement, donc c'est un des cœurs. C'est une des parties qui est importante étudiée dans mon école, mais elle reste quand même, malgré le nom de l'école, énergie ou environnement, ça reste quand même assez mineur et ça dépend des options qu'on prend. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui est apporté. Et c'est vrai que moi, pour rajouter quelque chose, j'aurais dit que aussi nous faut de l'interdisciplinarité et c'est très important qu'on arrive à parler avec tous les autres étudiants, tous les autres métiers, pour avoir vraiment, comme on dit, cette vision globale de la société, du monde dans lequel on est. Et voilà, c'est peut-être aussi ça qui manque pour amener le sujet de la transition écologique un peu plus dans nos formations. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, j'aimerais bien qu'on reste un peu aussi sur ces 3 points. J'aimerais bien pouvoir les garder en tête pour le résumer à la fin, parce que c'est une très belle conclusion de ce qu'on pourrait attendre de l'enrichissement de cette formation des ingénieurs. Nous avons encore une question. Quelle action concrète réalise votre collectif? Est-ce que vous êtes en mesure d'apporter des éléments? Oui. Alors là, ça fait quand même 1 an que ce collectif est né, donc on est très jeune. Et comme on l'a dit, on le fait à côté de nos études, et parfois dans le collectif, il y a même des gens qui font 2 études différentes. Donc c'est très chronophage et il faut qu'on arrive à casser ça dans notre emploi du temps. Donc bon, on est encore un petit peu aux prémices, hein, je pense. On attend que se développer. On a d'autres événements qui arrivent. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est quand même de vulgariser et d'aborder les thèmes de la transition écologique. Et surtout de redonner confiance à l'ingénieur et de faire comprendre à l'ingénieur son rôle dans le monde de demain, et de sortir justement de ces mentalités un peu fatalistes. Moi, c'est ce que j'ai entendu quand même parfois dans mon école. De toute façon, c'est foutu, David, tu n'y arriveras pas à ton échelle, l'économie est faite comme ça, le monde est fait comme ça. Ça ira pas plus loin. Et ben nous, justement, on combat ça. Donc pour le moment, on fait des conférences, on fait des ateliers débats avec des ingénieurs et avec des chercheurs. On a eu la chance de débattre avec Monsieur Biwix, Madame Crépé à Fairphone et Monsieur Santerre il y a pas très longtemps d'Increvable. Donc voilà, on fait des événements pour le moment là-dessus, et puis on écrit des articles très condensés et très documentés. Donc c'est des shots d'informations pour le moment qu'on partage sur Facebook, bientôt sur LinkedIn. Et on travaille à côté sur la démarche de Q2F qui n'attend que d'être développée. Voilà. Très bien. Voulez-vous ajouter quelque chose? Du coup, comme l'a dit David, pour l'instant, on a fait quelques événements, dont principalement des événements en interne dans notre groupe d'école.
Et pour moi, on commence déjà à voir un peu le fruit de notre action, dans la mesure où il y a par exemple des étudiants qui nous contactent régulièrement juste à la fin de nos présentations pour nous demander nos sources, nous envoyer, leur envoyer notre travail ou des liens dont on leur a parlé. Donc ça, c'est des gens qui ont été sensibilisés, et dans la mesure où ça va être donc peut-être des managers, des ingénieurs ou des métiers à responsabilité, je pense que ça va avoir un impact d'ici quelques années, en étant optimiste. Allez-y. Rapidement, je pense que pour l'instant, oui, c'est vrai on a quelques petites actions, et je pense que celle qui est importante aussi, à part les événements, c'est celle de faire des articles, c'est-à-dire de donner l'information, donner accès à l'information aux gens, donc par rapport au sujet d'actualité, par rapport au sujet d'ingénieurs, et en fait que les gens puissent se saisir de ce qui se passe et de qu'est-ce qui est à changer, en fait, qu'est-ce qui ne va pas, et ça, je pense, c'est un peu, c'est sur quoi on aimerait beaucoup travailler. Très bien, merci beaucoup. Alors, je voudrais saluer votre initiative et vous remercier encore une fois pour votre intervention. Alors, on nous demande comment on vous contacte, SVP. Oui, c'est vrai, on aurait peut-être dû mettre une adresse mail, je sais pas. Oui, on fera peut-être passer par le Midi Minatech. Peut-être que vous pourrez relayer une adresse mail ou un contact, ou sur LinkedIn. On a monté une entreprise, une fausse entreprise sur LinkedIn. Donc, il y a juste à taper Think What Matters, et puis vous pourrez nous contacter par ce biais. Donc, Think What Matters. Pense à ce qui compte. Voilà. Et je voudrais quand même conclure en résumant ce qu'ils ont dit comme souhait pour faire évoluer la formation des ingénieurs. Multidisciplinarité, pluridisciplinarité, philosophie de l'innovation, impact environnemental et sociétal. Voilà, ce sont 3 points essentiels. Peut-être il y en a d'autres, mais ceux-là vous paraissent essentiels. Très bien. Eh bien, je vous remercie à nouveau. Vous regardez tous les remerciements qui sont exprimés. Merci. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle trêve de fin d'année. On en a besoin. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, le 14 janvier. 15 janvier ou le 14? Un vendredi de toutes les façons. Mais autour de... Bon, voilà, j'ai une mémoire de souris. Donc, je vous donne rendez-vous à la 2e semaine de janvier. Et puis, je serai très heureuse de vous accueillir à nouveau. À bientôt. Merci. Merci encore. Merci à vous. Merci.